Ah ben, je vais vous montrer ce qui me reste comme souvenir. Oui. Voilà. Ma grand-mère, la mère de mon père. Oui. Ma grand-mère ne voulait pas que mon père se marie avec une marque parce qu'elle voulait surtout que mon père soit prêtre. Ma sœur Marie. Voici mon père le jour de son mariage. Vous savez, une famille bretonne qu'on quitte l'habit de prêtre pour aller... Oui. Alors ma grand-mère elle ne voulait pas de ce mariage. Et voici maman avec mon jeune frère qui est mort. Ça, c'est votre papa. C'est mon papa, étant jeune homme. Il sortait du séminaire de Pont-Croix. Guillaume Seznec. Quand papa a été condamné, maman a voulu que mon frère et moi, on aille lui faire nos adieux à la prison de Quimper. Vous êtes allé dans cette prison? Alors on est allé dans cette prison et papa a été condamné. Alors là, ça a été affreux, affreux, affreux. Parce qu'on a vu papa entre... Je peux pas vous expliquer, entre trois grilles. C'est ça. Ça a été tout le temps de souvenir atroce de la vie. C'est ce qu'il y a de plus affreux pour vous, c'est Pour ce moi, ça a souvenir-là. été le souvenir le plus affreux. Il a été comme une bête enchaînée au fond. Ça reste toujours ça. Pauvre jeune, faut pas trop y penser. Pierre Kemner, 46 ans, célibataire endurci, conseiller général du Finistère, marchand de bois à Landerneau. Il a gagné beaucoup d'argent à Brest pendant la Première Guerre, Seznec aussi d'ailleurs. 5 ans ont passé, la guerre est loin, Seznec façonne des sabots dans sa scierie de Morlaix. Sa situation financière, sans être inquiétante, lui donne des soucis. Le 25 mai, à 5 heures du matin, Seznec et Kemner partent en Cadillac de l'hôtel parisien à Rennes pour Paris. Pouliquin, notaire Pont-l'Abbé. Expédié urgent, chèque barré sur Société Générale, Maison Mère Paris et non Banque de France, à mon adresse recommandée, Kemner, négociant Landerneau, poste restante numéro 3 Paris. Kemner, négociant Landerneau. C'était convenu, maître Pouliquin devait adresser un chèque de 60 000 francs à son beau-frère Kemner. Et les deux Bretons roulent vers Paris. 2 jours plus tard, Seznec est de retour à Morlaix. Quant à Kemner, on ne l'a jamais revu. Alors à ce moment-là, j'ai même trouvé... Le commissaire divisionnaire honoraire Buchet était à l'époque un tout jeune commissaire. Je dis, mais enfin, c'est drôle qu'un monsieur vienne de Morlaix pour venir à la brigade mobile pour demander des nouvelles, alors qu'il a le commissariat de Morlaix à sa disposition et les services de la préfecture à sa disposition pour la recherche dans l'intérêt des familles, parce que ça se présentait comme une affaire dans l'intérêt des familles. C'est ça. Alors votre divisionnaire est allé à Morlaix? Alors le divisionnaire, quand il a pris connaissance de la main courante, il a dit, mais Seznec, mais alors, mais c'est le type de Morlaix. Vous savez, on parle entre policiers. Il a dit ça, c'est le type de Morlaix? Oui, on parle en policier, vous savez, on parle en un langage un peu, enfin, un peu professionnel. Il me dit, mais c'est le type de Morlaix, c'est le type qui a eu un incendie suspect à Brest, de sa blanchisserie. Mais c'est un type très douteux, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Voilà comment l'affaire Seznec a commencé. Le commissaire Buchet fait allusion à l'incendie de la blanchisserie de Brest dont Seznec était le propriétaire et qui brûla en 1922, dans des circonstances si bizarres que l'assurance refusa de payer les indemnités. En 1908, déjà, à Plomodierne, le village natal de Seznec, un incendie avait détruit un vaste pâté de maisons où demeuraient Seznec et la belle famille de Seznec, la famille Marc. Seznec avait conservé de cet incendie une très grosse cicatrice au visage. Il avait le visage littéralement recuit par le feu. Et lorsqu'on l'approchait, on devinait bientôt un homme au caractère dur, âpre au gain et cependant fort intelligent. Le 4 juin 1923, c'est-à-dire 10 jours après le départ pour Paris de Kemner et de Seznec, Jenny, la sœur de Kemner, se rend à Morlaix et elle va voir Seznec. « Où est Pierre ?» lui demande-t-elle. « À Paris », répond Seznec, « ou en Amérique, en tout cas, ne vous inquiétez pas, il gagne de l'argent. » Une chose était vraie, c'est que ces deux hommes étaient engagés dans un trafic de voitures provenant des stocks américains constitués à la fin de la guerre. D'après Seznec, il y avait un intermédiaire qui était un Américain. Il ne savait pas très bien son nom, il ne savait pas si c'était Charlie ou Sherdley. En tout cas, cet homme-là se chargeait d'écouler les voitures qu'on lui donnait, de les écouler en Russie soviétique. Cependant, l'inquiétude de la famille Kemner est dissipée le 13 juin grâce à un télégramme qui est expédié du Havre. Kemner, négociant Landerneau, Finistère.
ne rentrerait Landerneau que dans quelques jours. Tout va pour le mieux, Kemner. Kemner, négociant Landerneau. On était rassurés. Pas pour longtemps tout de même, car le 20 juin à 22h30 était trouvé sous une banquette de la salle d'attente des 3e classes de la gare du Havre une valise jaune, tachée de sang, et qui avait incontestablement séjourné dans l'eau de mer. C'était une valise qui appartenait à Pierre Kemner. Elle contenait un carnet de dépenses portant de la main du disparu la mention des frais du voyage en chemin de fer Dreux-Paris, Paris-Le Havre. Elle contenait aussi une convention de vente à Seznec d'une propriété appartenant à Kemner et située au bourg de Plouriveau. Seznec, interrogé par les policiers, raconte son voyage. Départ de l'hôtel parisien à Rennes le 25 mai à 5h30. Voyage interrompu par de nombreuses pannes. Arrêt à Dreux vers 17h au garage Audet. Puis, dit Seznec, nous avons dîné dans un restaurant que je n'arrive pas à situer, mais qui se trouve dans une rue en pente. Ensuite, j'ai déposé Kemner à la gare de Dreux. Sur quoi, informés par la presse, des habitants de Houdan viennent déclarer « Nous les avons vus dîner au plat d'étain ». Seznec alors corrige son récit. Le voyage avait été interrompu par de nombreuses crevaisons. Kemner était fatigué et pressé d'arriver à Paris, où il avait rendez-vous à 8h du matin avec ce Charlie ou Cherdly. Je reconnais le restaurant où nous avons dîné. Puis nous sommes repartis pour Dreux, où je l'ai laissé à la gare. Et c'est là qu'il m'a dit « Je suis fatigué, je prends le train, retrouvons-nous à Paris si tu peux, sinon rentre à Morlaix. » Des employés de la gare de Houdan se manifestent à leur tour et déclarent les avoir vus devant la gare. Une fois de plus, Seznec revient sur ses déclarations. « J'ai dû me tromper de gare, dit-il. »« Impossible, réplique le commissaire Vidal, il n'y avait plus de train au départ de Houdan. » Alors, dit Seznec, c'était bien à Dreux, où Kemner a pu prendre le rapide de 21h56. Les variations de Seznec entraînent son inculpation. Nous sommes le 29 juin 1923. Il est incarcéré à la prison de Morlaix. Là, il essaiera de s'évader. Il tentera de susciter de faux témoignages, mais c'est fini pour lui. Il ne peut plus entraver le développement de l'instruction. Informé par la presse de l'arrestation de Seznec, des témoins du village de Plouaret se présentent à la police. 18 jours après la disparition de Kemner, 8 jours avant la découverte de la valise du Havre, le jeune Léon Jacob a vu Seznec s'arrêter vers 19h à 2 km juste dans la descente sur le bourg. Seznec lui a demandé de pousser sa voiture, qui était, disait-il, en panne, dans un verger près de la ferme. Alors, monsieur Jacob, c'est là que vous avez amené la voiture? Oui. Montrez-nous exactement l'endroit. Lui, il a conduit, elle marchait, la voiture. Oui. Ça marchait, on n'avait pas besoin de la pousser. Et arrivé là, il a eu un emplacement qu'il était libre. Oui. Un emplacement libre, il a laissé là. Elle est donc restée là, la voiture? Oui. Bon, et alors qu'est-ce qu'il a fait là, alors, à ce moment-là? Là, il a pris la manivelle pour la mettre en route, et le bidon d'essence qu'il avait en réserve, sûrement, il l'a amené dans la maison d'habitation. Et il a causé à ma maman en breton. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, il lui a dit quelque chose comme ça, quoi. Et il fait beau, quoi, quelque chose comme ça. C'est ça. Et vous avez regardé la voiture? Ah, moi, je regardais. Et vous avez vu la plaque? J'ai vu sa plaque et son nom et son adresse et tout, quoi. Négociant, civil mécanique, négociant à Morlaix. C'est ça. Et alors, c'est ce qui vous a donné l'idée après, quand vous avez su que c'était lui? Sur les journaux. Oui. Et il dit, tiens, il a été chez nous, cet homme-là. C'est ça. Et la voiture est donc restée là? Oui. Jusqu'à temps, 2 jours après, il est revenu la chercher, quoi. Là-dessus, Seznec descend dans le bourg, mais comme il trouve la poste fermée, il se rend à l'hôtel des voyageurs et sort de sa poche une formule de télégramme. Il rédige son télégramme destiné à sa femme et le donne vers 20h à mademoiselle Nicolas. Ben, j'ai eu peur, parce qu'il était bizarre. D'abord, ses cicatrices sur la figure, et puis il était habillé quand même, pas comme un monsieur, mais comme un ouvrier. Enfin, c'était pas pour ça que j'avais peur de lui, mais c'est parce qu'il était drôle. Il n'avait pas l'air normal, il avait l'air soucieux.
il faisait les 100 pas tout en ayant l'air de réfléchir beaucoup. Une fois qu'il est parti, moi, je n'ai plus pensé à ça. Ce n'est qu'après, quand mon père, en lisant le journal, a vu cette histoire Kemener, dit on parle d'un nommé Seznec. Alors à ce moment-là, c'est ce nom-là qui m'a frappé. Alors je dis Seznec, j'ai déjà vu ce nom-là quelque part. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis rappelé du télégramme. En panne à 10 km de Lannion, ne rentrerait que demain matin, Seznec. Surtout que la signature était très très lisible. Hein. Alors j'ai fait part à mon père. Il m'a demandé si j'étais certaine. J'ai dit je suis absolument certaine à ce moment-là. Il dit je vais aller à la gendarmerie. Il est parti à la gendarmerie aussitôt qu'on a mangé. Puis les gendarmes ont téléphoné à Rennes, à la police mobile de Rennes. Et puis le lendemain, ils étaient chez moi. Quel âge vous aviez? 22 ans. Et puis j'étais timide. J'étais pas fière. Donc, 2 jours après, Seznec est revenu. La voiture était où? Elle était là. Elle était là. C'est ça. Et vous, où est-ce que vous étiez au moment où Seznec est Moi, revenu? j'étais dans un petit champ en bordure de la route. Oui. Et je l'ai vu revenir de la direction de la gare de Brouarette, portant un paquet sur l'épaule. Il paraissait de lourd. Il paraissait lourd. Oui, monsieur. Un paquet qui était comment? Il Gros. était encore assez volumineux, Oui. comme ça. Et haut comment? Haut comme ça, quoi. Comme ça. Enveloppé dans quoi? Dans... Du papier d'emballage couleur jaune, gris-jaune. Gris-jaune. Oui, je me rappelle très bien. Est-ce que vous pouvez vous souvenir à peu près, à votre avis, ça pesait combien de kilos ce paquet? Il paraissait encore assez lourd, mais oui. Peut-être plus de 10 kilos. Plus de 10 kilos? Oui. Et on voyait vraiment que c'était un oui. effort? Il l'avait sur l'épaule. Ah. Il l'avait sur l'épaule, oui, en venant de la gare. Il avait fait tout ça à pied avec son paquet sur l'épaule? Oui. C'est ça. Oui. Alors après, ben, il a repris sa voiture. Il a repris sa voiture. Alors, comment ça s'est passé, ça? Alors, nous, quand on l'a vu passer là-bas, et quelques minutes après, on est venu. Il était l'heure du casse-croûte. Et ma foi, on est venu, on s'est mis à battre la faux à côté de lui. On était 2. Et il nous a fait voir comment qu'on fait, qu'il connaissait ça, qu'il avait ça. Et étant jeune, il l'avait fait. Oui. Bon, ça a duré quelques minutes. Et la voiture est partie? Elle est partie. Il n'y a pas eu de crachement? Ah non, il n'y a pas eu de mécanicien, il n'y a pas eu de mécanicien, non, rien non. du tout? Aucun. Bon. Il est parti. Il est parti. Et il est parti? Il est parti. Ah, mais avant de partir, il m'a donné 40 pour boire, 2 francs. Nous sommes le 14 juin 1923. Rappelons-nous que la date de la disparition de Kemener est le 25 mai. Rappelons-nous que la valise de Kemener a été trouvée sous une banquette d'une salle d'attente de la gare du Havre le 20 juin. Alors, question, qu'a donc fait Seznec entre le 12 et le 14 juin? Eh bien, 2 témoins, messieurs Dehainaut et Legrand, diront avoir vu Seznec dans l'express 171 Paris-Le Havre qui quitte Rouen à 10h50. Ils l'ont vu le 13 juin. Ces mêmes témoins se retrouveront en face de Seznec, dans la boutique de M. Chenoir, marchand de machines à écrire 22 rue de la Source au Havre, vers 15h, ce même 13 juin. Et ils affirment que Seznec a acheté la machine à écrire d'occasion royale 434 080. En définitive, 5 témoins reconnaissent en Seznec l'homme qu'ils ont vu au Havre et dans l'express numéro 171. Et ce n'est pas encore tout. En effet, le télégramme qui a pour objet de rassurer la famille Kemener sur le sort du disparu a été remis à 16h35 à M. U, employé de la poste centrale du Havre, le 13 juin. M. U dira au juge d'instruction que l'auteur de ce télégramme ressemblait beaucoup à l'accusé Seznec. Un autre témoin, enfin, M. Lecause, qui se trouvait à la gare Montparnasse à Paris à 21h, au départ du rapide de Brest, a remarqué un voyageur chargé d'un colis. C'est Seznec, dira M. Lecause, après avoir vu des photographies publiées par les journaux. M. Lecause avait accompagné à la gare Montparnasse M. Gadois et son fils, qui ont voyagé dans le même compartiment que l'inconnu suspect. M. Gadois et son fils se rendaient à Carhaix. M. Gadois fils avait à l'époque 16 ans.
est-ce qu'il avait lui aussi reconnu dans l'homme à la cicatrice Seznec? Ils sont venus leur sidecar et aussitôt ils m'ont présenté les photos. Impossible de s'y tromper. Comment elle était cette photo? De face, et on me l'a présenté de face et de profil. Et alors, comme la photo était relativement grande, j'étais obligé de reconnaître le personnage. Hein. J'ai dit tout de suite, c'est le monsieur qui a voyagé, nous. Ah oui, parce que quand on voit une figure comme ça, couturée de cicatrices comme il l'a vu, ben... Il n'avait rien de remarquable à l'œil? Non, c'est-à-dire son œil paraissait un petit peu plus petit peut-être. Il devait être sans doute les balafres là qui devaient, suite de ces opérations peut-être qu'il a subies, je sais pas moi, qui devaient peut-être lui tirer un petit peu sur... Comment Seznec a-t-il pu, si c'est lui, être à Plouaret le 12 juin, au Havre et à Paris le 13, et de retour à Plouaret le 14? L'accusation dira, mais là nous citons, parti de Morlaix en automobile le 12 juin vers 19 h, sous le faux prétexte de se rendre à Tréguier où nulle affaire ne l'appelait, il abandonne sans motif sa voiture dans un verger appartenant à Madame Jacob à Plouaret. À Plouaret, où le rapide 502 à destination de Paris passe à 21h57. Arrivé à Paris le lendemain à 7h15, c'est-à-dire le 13 juin au matin, Seznec se rend à la gare Saint-Lazare, prend le rapide du Havre de 7h45, qui passe à Rouen à 10h50, comme nous l'avons dit. Seznec est reparti du Havre à 17h. Il est arrivé à Paris-Saint-Lazare à 20h08 et il est reparti de Paris-Montparnasse à 21h pour arriver le 14 juin, le lendemain matin, à 6h43 à Plouaret pour reprendre sa voiture. Il faut bien reconnaître que, en face de ces très lourdes présomptions, Seznec n'offre pas d'alibi valable. Le comble est que, le 6 juillet, des policiers découvrent dans un grenier de la scierie de Seznec, à l'endroit où couchait le chauffeur Samson, et caché derrière un tableau électrique, la machine à écrire achetée au Havre le 13 juin. Il fut prouvé que cette machine avait servi à dactylographier la convention de vente trouvée dans la valise de Kemner. Le procès de Seznec s'est ouvert le 26 octobre 1924 devant la cour d'assises du Finistère. Il s'est terminé le 4 novembre. Face aux juges et aux témoins et devant les pièces à conviction, Seznec se replie sur lui-même et fait mauvaise impression. Alors, Monsieur Kerloch, vous étiez huissier en 1924 Oui. au palais de justice de Quimper et vous avez vécu toute l'affaire Seznec. Oui, j'en ai fait la procédure, c'est-à-dire en ce qui concerne les témoins, les notifications et tout ça. Oui. Et même, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu chaud. Parce que la moindre erreur, la moindre faute, n'est-ce pas, de procédure, eh bien, ça me serait tombé sur les reins, il aurait fallu, je n'avais plus qu'à sceller mon étude. L'accusé, vous l'avez naturellement... Ah, mais oui, il était en face. Comment était-il? Il était en face de moi. L'accusé est un homme maigre, mais alors, se défendant pied à pied. Oui. Ah oui, c'est un homme très fort, hein. Oui. Très très fort. Voyez-vous, quelqu'un qui est innocent, bondit, n'est-ce pas, quand on l'accuse de quelque chose. Et lui, il était d'une froideur. Froid? Ah, très froid. Très froid. Mais ce qu'il a perdu, surtout, voyez-vous, il y a toujours une faille dans, chez tous les criminels, n'est-ce pas? Oui. Il était balafré. Et il n'avait pas eu l'idée de mettre une fausse barbe. Alors on l'a reconnu partout. Ça se voyait vraiment, ça balade? Ah oui, on met très bien. Très bien. Il aurait mis une fausse barbe, n'est-ce pas? Il a trimballé sa machine à écrire au Havre, je ne sais pas où, moi. Alors on l'a reconnu. On l'a reconnu à cause de cette balafre, n'est-ce pas? Et ça lui a été fatal. Oui. Oh, je crois que l'idée du jury était faite. Ils avaient leur conviction. Ah, je crois. Je crois. Moi, j'avais la mienne aussi. Je m'abstiens de vous le dire parce que je ne suis pas juge, n'est-ce pas? Oui. Hein? Je ne suis pas juge. D'ailleurs, depuis
Il a passé dans l'autre monde, il a eu un autre juge. S'il est innocent, j'espère qu'on lui aura rendu justice, n'est-ce pas? Mais j'avais mon impression, n'est-ce pas? Et même ma conviction. En somme, ça vous paraissait impossible qu'il soit innocent? Ah, à mon avis, oui. À votre avis? Ah, oui. Oui. Et l'opinion publique? Impossible. Ouais. Évidemment, tant qu'on n'a pas trouvé le cadavre, n'est-ce pas? Il disait toujours, montrez-moi le cadavre, n'est-ce pas? Tant qu'on n'a pas trouvé le cadavre, on ne peut pas prouver qu'il a tué. Vous savez, pour moi, c'est toujours, ce sera toujours Monsieur un Francis mystère, Gourville, homme de lettres. la disparition complète du corps de Kemener. Mais je crois que ce qui a fait la force de Seznec pendant son procès, ben, ça a été la conviction absolue que jamais on ne le mettrait en présence du corps de sa prétendue victime. Ben, et il a eu cette réponse têtue, n'est-ce pas, jusqu'au dernier moment. Ben, on m'accuse d'avoir tué Kemener, qu'on commence par me faire voir son cadavre. Oui. Hein, et alors là, nous pourrons discuter. Et le commissaire Vidal lui-même me l'a dit, n'est-ce pas, que jamais au cours de l'instruction, ils n'ont surpris chez lui la moindre défaillance de ce côté-là. Sa réponse, c'était toujours vous m'accusez d'assassinat, n'est-ce pas, faites-moi voir le cadavre de ma victime. Mais c'est justement parce qu'il était persuadé que jamais on ne le ferait qu'il a eu cette force de caractère jusqu'au dernier moment. Qu'en a-t-il fait? Ça, ici, je crois que dans le quartier de Travarvelin, qui était le sien, que vous trouveriez de nombreuses personnes, oui, des survivantes de l'affaire, pour vous dire que pendant plusieurs nuits, ils ont senti des odeurs de brûlé qui les ont surprises. Oui. Et on n'a pas fouillé les cendres, tout ça? Si. La police est allée faire Oui, une oui, enquête? là, on a passé les cendres au tamis pour voir s'il y avait quelque chose, mais enfin, on n'a rien trouvé. Hein? Oui. Alors, il y aura toujours le mystère de la disparition du cadavre, n'est-ce pas, qui subsistera jusqu'à... Enfin, tout de même, ça suppose que Seznec a ramené dans sa Cadillac Oui. de Houdan et Dreux jusqu'ici le corps de Kemmler dans une caisse. Enfin, c'est... Oui, si réellement il l'a amené à Morlaix, ça, on n'en est pas sûr, parce qu'on a fait également des recherches du côté du Gambé, de les Oui, Yvelines. oui, oui. Gambé. Il était grand, Kemmler? Non, il était de taille moyenne, il pouvait avoir 1 mètre entre 65 et 70, mais enfin, il n'était pas grand. Seznec était plus grand que lui. C'est ça. Est-ce que vous avez le souvenir d'un témoignage qui a vraiment eu une grosse influence sur les jurés? Je crois surtout que les jurés ont été influencés par l'ensemble. Monsieur des Donard, témoignages en 1924, était l'un des assesseurs du président de la cour d'assises de Quimper. Il y avait là, comment dirais-je, une sorte de faisceau de présomption. C'est ça. Si l'on ajoute à cela que dans la nuit où Kemener a disparu, les habitants de Houdan ont entendu une voiture circuler à plusieurs reprises dans la région des Marais de la queue des Yvelines, et ça faisait aboyer d'ailleurs tous les chiens du voisinage, on en a tiré la conclusion que sans doute il avait précipité le corps dans ces marais des Yvelines qui, paraît-il, sont insondables. C'était l'opinion des enquêteurs. Oui. Et le cric ayant disparu, à leur avis, le corps avait été ficelé contre le cric et le tout jeté dans les marais. À mon avis, ce qui a été considéré comme le mobile tant par les magistrats que par le jury, c'est que Seznec faisait là une affaire d'argent, voulant s'approprier la propriété de Plourivaux, tout simplement, qui avait à l'époque une certaine valeur, ayant pas mal de bois qui pouvait intéresser des marchands de bois, notamment. Je crois d'ailleurs que Oui. Kemener faisait plus ou moins de marchand de bois, si mes souvenirs sont exacts. Oui, c'est exact. En somme, ce serait pour une simple affaire d'argent que Seznec se serait jeté dans cette effroyable aventure. En admettant qu'il y aurait eu autre chose, et sait-on jamais s'il n'y a pas autre chose qu'on cache, Oui. pour des raisons diverses, en admettant qu'il y ait eu autre chose, il n'en est rien ressorti de l'instruction, ni des débats. Ni des débats. Ni des débats. Et il vous paraît possible qu'il y ait quand même autre chose? C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire. En fait, c'est pas impossible. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais n'importe comment, en prenant votre hypothèse qu'il y ait eu autre chose, à mon avis, ça aurait peut-être pu diminuer la culpabilité, mais ne pas la faire disparaître. Parce que, voyez-vous, Monsieur le Président, il y a tout de même une question qu'on se pose. Tout de même, il a été accusé d'assassinat et de faux. Bon, je trouve déjà un peu curieux qu'on l'accuse d'assassinat puisqu'on ne trouve pas le corps.
Oui, Et ensuite de faux, donc c'est la peine de mort, ça. Alors comment se fait-il que les jurés n'ont pas décidé la peine de mort? Est-ce qu'ils ont eu un doute? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Croyez-vous, à votre impression, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui a freiné un peu? c'est peut-être parce que, n'ayant pas retrouvé le cadavre, ils ont préféré ne pas aller jusqu'à la peine suprême et irréversible. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le Président, tout de même, de me dire, si c'est possible, de me dire quelle a été votre conviction personnelle dans cette affaire? Ah, ma conviction personnelle est que Seznec était coupable. Il n'y avait pas d'erreur judiciaire, à mon sens. Il n'y a pas d'erreur. Oh non, pour ça je suis très ferme. Vous croyez donc que la justice a été normalement rendue, bien rendue, on peut le dire? Bien rendu. Bien oui, rendue. bien rendu. Et que la peine infligée à Seznec était une peine normale pour Anthony? Oui, d'accord, d'accord. Je crois même que le fait d'avoir donné les circonstances atténuantes n'était pas plus mal. Seznec est condamné aux travaux forcés à perpétuité et beaucoup de gens disent qu'il a échappé de justesse à la guillotine. En fait, le jury écarta après hésitation la préméditation. Incarcéré à l'île de Ré d'abord, Seznec fait ensuite partie d'un convoi pour la Guyane. C'est au bagne qu'il apprendra en 1927 la mort de sa fille aînée Marie, qui était entrée au Carmel. Minée par la tuberculose et les privations, elle meurt à 19 ans. En novembre 1930, à l'hôpital Beaujon à Paris, Marie-Jeanne, sa femme, meurt à son tour. Et le voici, lui, marqué par la déchéance. Nous avons voulu en avoir le cœur net. Au palais de justice de Quimper, nous avons remué ces papiers poussiéreux qui retracent le destin d'un homme. Nous sommes arrivés à des conclusions. Vous jugerez. Premièrement, si Kemner a pris le train en quittant Seznec, ce ne peut être qu'à Dreux, à 21h56. Le dernier train au départ de Houdan était à 20h15. Il est étonnant, d'autre part, que Kemner ait inscrit sur son carnet, trouvé dans la valise du Havre, des prix de billets de chemin de fer qui ne sont pas conformes à la réalité. Les prix marqués sur le carnet sont bien ceux du tarif, mais ils ne comportent pas les taxes locales spéciales. 11 francs 40 Dreux-Paris, 31 francs 75 Paris-Le Havre, au lieu de 11 francs 85 et 32 francs. Quant au télégramme du Havre, au premier examen, il se révéla suspect. Les experts n'eurent aucune peine à démontrer que l'écriture n'était pas celle de Kemner, mais une maladroite imitation. Certains de ces experts allèrent même jusqu'à affirmer que l'imitateur n'était autre que Seznec. Reste la convention de vente de la propriété de Ploriveau. Primo, elle a été dactylographiée remarquablement bien au moyen de la machine royale 434 080 achetée par Seznec au Havre le 13 juin. Or, elle porte la mention manuscrite « fait double à Landerneau le 22 mai 1923 ». Donc, cette convention n'a pas été faite à la date indiquée. Secondo, l'expert Samaran déclare « En ce qui concerne les mentions manuscrites, elles offrent des hésitations, des tremblements, des traces de reprise, des ligatures mal rajustées. Elles sont exactement le contraire d'une écriture naturelle. » Certains experts ont affirmé que les 3 lignes manuscrites ont été décalquées sur l'acte de vente d'une voiture par un nommé Leverge à Kemner. En dépit des affirmations des experts, on ne peut tenir pour certain que Seznec soit l'auteur de ces faux. On a très peu parlé au procès des opérations commerciales de Kemner et de Seznec. Elles ont pourtant existé. Certains pensent même qu'elles sont à l'origine de la disparition du conseiller général Kemner. La vente de l'automobile dont je vous avais parlé n'a pas eu lieu, la machine ayant été vendue à un particulier américain avant l'adjudication. Monsieur, la voiture Cadillac Torpedo de luxe que nous avons à vendre est en parfait état sous tout rapport. Livrée en France en mai 1918, nous l'avons achetée à la liquidation des stocks en avril 1920. Sans doute Seznec et Kemner
se sont livrés à des opérations commerciales peut-être suspectes. Pour le reste, tout ce dossier, tel que le présente au juré l'accusation, est accablant pour Seznec. Et pourtant, l'affaire n'en resta pas là. Un modeste juge de paix, Victor Hervé, provoqua une campagne de presse favorable à Seznec. L'opinion publique alors se retourna soudain, prenant le parti du bagnard. C'est à Traounès, en Plouriveau, dans la propriété même qui faisait l'objet de la convention de vente, que devait rebondir l'affaire Seznec. Victor Hervé, juge à Pontrieux, avait recueilli pendant le procès de Seznec les déclarations d'un groupe de marins qui draguaient du sable dans le Trieux. Madame Bosser, présidente de la Ligue des droits de l'homme du Finistère, nous rapporte ce témoignage. Nous allions draguer du sable cette nuit-là. La marée était haute. Nous attendions qu'elle baisse. Nous nous reposions, il n'y avait donc pas de bruit. Et tout d'un coup, dans le calme de la nuit, nous avons entendu un bruit de discussion. Oui. Peu après, nous avons vu marcher sur la grève, en plusieurs endroits différents. Nous avons reconnu au moins 3 silhouettes, dont 2 hommes et une femme. Et un coup a claqué comme un coup de revolver, sec. Peu après, c'est une voix de femme qui nous a hélés. « Venez prendre des cigarettes. » Aucun de nous n'a répondu. Puis, une dizaine de minutes peut-être après, dans la direction du pont de chemin de fer, derrière le manoir de Traounès, il y a eu un autre coup de feu qui a claqué. Il y avait, nous l'avions remarqué, une lumière dans une des fenêtres à gauche du château. Et peu après le deuxième coup de feu, cette lumière s'est éteinte. Et aucun bruit n'a troublé le reste de la nuit. Nous avons vu ces lieux sinistres. On comprend qu'ils étaient chauffés l'imagination du juge Hervé, au point qu'il en vint à jeter la suspicion sur des proches de Pierre Kemner. Donc le juge Hervé a remis son procès-verbal au procureur de la République de Guingamp en lui demandant de le transmettre. Parce que transmis par la voie hiérarchique, ça serait un caractère plus officiel, plus autorisé. Et il attendait pendant le procès qu'on fasse mention de son procès-verbal, puisque chaque matin, le président des assises lisait des lettres anonymes, des cartes postales, tout ce qui arrivait au parquet, et il a vu que Seznec était condamné et qu'on n'avait pas fait mention de son procès-verbal. Mais vous êtes sûr qu'on n'a pas fait mention de ça? On n'a pas fait mention de son procès-verbal. Je suis affirmative, nous l'avons dit sur toutes les tribunes publiques de France pendant des années, on ne nous a jamais porté le démenti. Victor Hervé abandonna sa charge et consacra le reste de sa vie à la réhabilitation de Seznec. Sous son impulsion, alors que Seznec est toujours à la Guyane, une généreuse campagne de presse est menée dans toute la France. Y participèrent les personnalités les plus éminentes de la presse, du cinéma et de la littérature. Parmi ces fidèles de Seznec, au premier rang Jeanne, sa fille, puis mesdames Bosser, Claude Sylvan, nos confrères Maurice Privat, Morvan Lebègue, Pierre Cise, Armand Gatti et tant d'autres. Il y a 20 ans, en mai 1947, le vieux Seznec gracié débarque au Havre. 23 ans auparavant, il avait dit à ses juges « Vous me dites que je suis allé au Havre, je n'y ai jamais mis les pieds. » Il retrouve sa famille, sa fille, ses amis et Victor Hervé. Le visage de Seznec est devenu aussi attachant qu'il avait été rude et rebutant jadis. La campagne pour la réhabilitation s'intensifie. Le vieux Seznec apprend l'art d'être grand-père. La paix semble revenue pour lui. Malheureusement, un accident va abréger sa vie. Il meurt en 1955. Il est inhumé au cimetière de Plomodierne, son village natal. Tout est étrange dans l'affaire Seznec, et peut-être surtout ce rêve qui lui fit dire à sa fille « Le corps de Kemner est près d'une fontaine à Plouriveau ». Journalistes, policiers, juges assistèrent alors à des fouilles dans le sol de Traounès. Jeanne s'en mêla. Rien n'avait ébranlé sa foi dans la conviction que seule une machination avait pu aboutir à la condamnation de son père. C'est que maman a été appelée chez le juge d'instruction pour être entendue à Brest. Elle s'est donc déplacée de Morlaix jusqu'à Brest. Angèle, on l'a mis dans le salon qui était derrière la maison. Angèle, c'est-à-dire la bonne. C'est-à-dire la bonne. Elle était dans le salon avec un policier
Et Albert, mon petit frère, il était en train de manger son pain dehors, tout triste, sa maman étant partie. Puis... Et Bonnie est venu, parce qu'il le connaissait bien, Bonnie, lui a donné une de ses claques et lui a dit « Va manger ton pain dans le bureau de ton père. » Pourquoi est-ce que Bonnie lui a donné une claque? Parce qu'Albert traînait autour de l'usine. Quand maman et Angèle, maman est rentrée de Brest le soir, après 5 heures, je crois, on lui a dit « Alors, femme Seznec, vous reniez le faux, regardez ce que l'on a trouvé, et cette machine à écrire. » Elle a dit « Ça, je ne l'ai jamais vu. » Et mon petit frère était présent, et Angèle. Alors Albert a tiré sur la manche à maman, il a dit « Maman, j'ai vu, moi. Tais-toi, tais-toi. » Elle l'a envoyé promener. Puis quand les policiers sont partis, il a dit « Mais moi, j'ai vu, il y a un escalier de fer qui monte dans l'usine jusqu'en haut, et il a vu les 2 policiers, il a vu 2 messieurs. Avec les 2 policiers qui portaient un gros paquet et dont l'autre soutenait par derrière ce paquet pour le monter. » C'est ça. Alors maman lui a dit « À quelle heure tu as vu ça? Au moment où tu venais de partir. » Quand j'ai vu ça. Oui. Et quand ils ont descendu, c'est le même paquet qu'ils ont descendu. C'est ça. En somme, d'après Albert... C'est les policiers qui l'ont mis. C'est les policiers qui ont apporté la machine. Exactement. Et puis ils ont fait la perquisition, ils ont trouvé la machine et puis ils l'ont emportée. Alors maman a dit ça à l'avocat tout de suite, elle a fait appeler l'avocat et l'avocat a dit on ne croira jamais un enfant. Ce qui fait qu'Albert n'a pas été entendu aux assises, mais il l'a dit et il a donné les précisions de ce qu'il avait vu de ses yeux d'enfant. Jeanne croit aujourd'hui encore, comme de très nombreux partisans de la révision du procès de Seznec, que le policier Bonnie fut l'auteur d'une double machination. Premièrement, c'est Bonnie qui aurait apporté chez Seznec à Morlaix, pour la trouver ensuite, la machine à écrire achetée au Havre. Deuxièmement, c'est Bonnie qui, grâce à une véritable équipe de faux témoins, aurait entièrement monté l'affaire du Havre, c'est-à-dire les allers-retours en chemin de fer, l'achat de la machine à écrire et l'envoi du télégramme Kemner. En 1923, Bonnie n'était qu'un jeune et modeste inspecteur de police auxiliaire. 22 ans plus tard, on s'en souvient sans doute, Bonnie sera fusillé pour trahison et collaboration avec la Gestapo. Il y a énormément de personnages douteux, monsieur, énormément. Oui. Il y a le fameux Georges Le Hainaut, là. Georges de Hainaut, Dijon la terreur. Oui, mais il paraît que c'est pas lui. Vous savez bien qu'on a dit que c'était pas lui. Si, c'est lui. Et vous croyez que c'est lui? Moi, je crois que c'est lui. Oui, parce que les indicateurs ont des identités très difficiles à établir. Ils ont plusieurs orthographes à leur nom, plusieurs domiciles, plusieurs métiers, quelquefois. Et quel rôle aurait-il joué dans cette histoire? Il aurait dénoncé Seznec au Havre. C'est Georges de Hainaut qui aurait, soi-disant, vu Seznec dans le train entre Rouen et Le Havre, et qui l'aurait remarqué à sa paupière clignotante. Oui, mais remarquez qu'il n'était pas seul. Hein. D'après l'enquête, il y en avait un autre qui était avec lui. Il y avait Legrand avec lui, un nommé Legrand avec lui, oui. Et ils sont venus aux assises, et je lis dans le dossier des assises, Seznec se met en face d'eux et dit, enfin, qu'est-ce que vous avez tous m'accuser? On dirait que vous êtes tous de la même boîte. Il ne doutait pas, Seznec, que c'était des indicateurs. Bien sûr, Georges de Hainaut était un indicateur, ami de Bonnie. Ami de Bonnie, du fameux Bonnie. Du fameux Bonnie, dont il a recueilli les enfants après que Bonnie fut fusillé, après la guerre. Et ce que je sais, c'est ceci, c'est qu'il y avait en Bretagne des stocks américains qui avaient été constitués par l'armée américaine en prévision d'une guerre qui devait ne jamais finir. Monsieur André Cayatte, cinéaste. Considérable. Et en particulier dans le Finistère, il y avait entassé des stocks de voitures Cadillac neuves. Des commissions avaient été constituées pour établir des lots, en particulier définir les critères qui faisaient qu'une voiture était considérée comme d'occasion ou neuve. Bon, le critère, il était tout simple, était considéré comme voiture d'occasion toute voiture à laquelle il manquait une pièce. Or, une bande de garagistes et de truands, parce que c'est ça, parce que c'est une histoire de truands aussi, installés aux abords de la porte Maillot, à travers certains membres des commissions, par exemple Kemner, qui était président d'une de ces commissions, avait accès au camp, pénétré dans le camp, prélevé sur les voitures une pièce qu'ils amenaient chez eux, puis on prenait la liste des voitures auxquelles manquait une pièce, les voitures étaient affectées à la catégorie voiture d'occasion,
On les vendait comme tels, pour rien ou presque. Les types en question les rachetaient, remettaient la pièce et avaient des voitures neuves. C'est très simple, il fallait y penser. Donc sur cette affaire des stocks américains, s'est greffé un scandale financier et politique, puisque les gens qui constituaient les commissions, les présidents de ces diverses commissions, tous ceux qui avaient accès à ces stocks, étaient des hommes politiques, comme Kemner, qui était conseiller général du Finistère. Bon. Ainsi, les partisans de la révision soutiennent deux thèses. Premièrement, l'existence d'une organisation criminelle montée autour d'un trafic de voitures américaines, ce qui peut expliquer la disparition de Kemner. Deuxièmement, l'existence d'une machination imaginée par Boni pour orienter sur Seznec l'attention de la justice. Alors, qui a raison? Nous avons été obligés d'écarter des faits, des renseignements, des événements qui n'entraient pas dans le cadre très strict du cas Seznec. Nous n'en remercions pas moins tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui nous ont aidés. Et il nous reste à présent à poser quelques questions à quelques-uns de ceux qui ont été amenés à réfléchir sur cette affaire. Premièrement, oui ou non, Seznec est-il l'assassin de Kemner? Maître Jaffray. Je pense, à travers tout le dossier, que l'accusation n'est jamais arrivée à établir d'une façon certaine la préméditation. Donc, force est de convenir qu'à ce moment-là, il y a eu une discussion entre les deux hommes. Peut-être, après tout, est-ce que Kemner a reproché à Seznec l'état dans lequel se trouvait la voiture, en lui disant tout simplement, eh bien, dis donc, si c'est la voiture que nous allons vendre aux soviets, s'ils l'essaient demain matin, ils ne vont pas être très satisfaits. Et cette affaire mirobolante, c'est cette affaire à laquelle nous tenons tant, qui devait nous rapporter un pactole, que va-t-elle devenir? Et puis, il y a des tas d'autres hypothèses. Mais je crois très sincèrement que les deux hommes se sont disputés. Un mot en amène un autre. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ils étaient très fatigués, très nerveux. Moi, je ne suis pas loin de penser, mais tout cela n'est bien sûr qu'hypothèse, que Seznec a frappé son camarade au cours d'une discussion. Oui. C'est une affaire, à ce moment-là, banale, qui ne justifie pas le retentissement qu'elle a eu par la suite. Si Seznec s'était présenté très spontanément le lendemain matin à la gendarmerie de Houdan ou de la Queue-les-Yvelines en disant « j'ai eu une discussion au cours de la nuit avec un de mes amis et je l'ai frappé », il en est mort. Mon Dieu, l'affaire Seznec serait terminée depuis longtemps. Encore une fois, c'est une affaire absolument banale, comme on en juge des dizaines chaque année en France, qui se termine par une peine de prison avec sursis quand ce n'est pas par l'acquittement de l'accusé. Le président Philippe Lamour. On ne peut pas exclure que Seznec savait que Kemner allait s'en aller en Amérique. Il avait dit en Union soviétique pour une affaire du Cadillac qui est restée obscure. On ne peut pas exclure l'idée que les deux hommes étaient d'accord, l'un pour paraître, disparaître, je ne sais pas, dans des conditions qui n'ont pas été précisées, comme disparaissent nos 40 000 disparus annuels, et que Kemner, en partie, lui avait dit, bien, je te laisse la propriété, donne-moi l'argent. Que donc Seznec savait qu'il ne reviendrait pas, ce qui ne veut pas dire qu'il l'a assassiné, mais savait qu'il ne reviendrait pas, ce qui expliquerait que c'est avec une certaine sécurité qu'ensuite il aurait rédigé cet acte dont ils étaient convenus. Monsieur André Cayatte. Mais vous ne trouvez pas étrange tout de même que Seznec n'ait jamais parlé d'une disparition volontaire? Mais je crois qu'il n'a rien compris à sa propre affaire. Moi, je l'ai vu longuement, puisque à son retour du bagne, il est venu. Nous avons préparé le film longuement. J'ai même tourné un certain nombre de petites séquences avec lui, qui étaient beaucoup plus des essais d'ailleurs que des séquences proprement dites. Et je l'ai vu pendant 3 mois. Je peux dire qu'à la fin, au bout de ces 3 mois, c'est moi qui lui racontais sa propre histoire. Cette histoire, il n'y a rien compris. Et je suis convaincu que si on s'est acharné sur lui, c'est dans la mesure, justement, où il n'était pas capable de comprendre cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais, on ne l'aurait pris comme bouc émissaire si on avait pu croire qu'il ait suffisamment de subtilité, d'intelligence ou de connaissance des bas-fonds de cette histoire. Jamais on ne l'aurait fait. Ils ont fait ça et on l'a choisi parce qu'on a pensé qu'il était tout désigné par sa candeur. Car c'était un personnage roué et candide. Roué et candide, oui, oui. Deuxième question. Que valent les mobiles invoqués par l'accusation? Maître Michel Villard, du barreau de Paris, membre du Conseil de l'Ordre. On a prétendu que Seznec
avait imaginé l'histoire des Cadillacs pour emmener son ami Kemner à Paris, le tuer en route, de façon à s'emparer d'une propriété importante que Kemner avait à Traounès en Plouriveau. Alors là, je crois que nous sommes dans la plus parfaite invraisemblance, car on n'imagine pas que quelqu'un qui veut se livrer à cette machination parte le 25 mai de Bretagne pour se rendre à Paris, sans avoir pris les précautions de s'assurer à l'avance du titre qui lui permettra de réaliser son but, c'est-à-dire d'obtenir la propriété en question. Or, d'après l'accusation elle-même, Kemner, Seznec du moins, est parti le 25 mai de Bretagne, a tué Kemner en route, et ce n'est que le 13 juin que Seznec a commencé à se procurer les éléments qui lui auront permis de se livrer à cette machination qui, normalement, aurait dû aboutir au transfert de la propriété. Tout ça, monsieur Potcher, moi, ça me choque, car je n'imagine pas que, en dehors de la présence de Kemner, Seznec ait pu aboutir et pu réussir sa machination. Il fallait bien que Kemner soit vivant, car si Seznec avait présenté aux héritiers un acte de vente d'une propriété importante pour 35 000 francs, acte de vente qui, par-dessus le marché, s'est avéré, paraît-il, être un faux, les héritiers l'auraient contesté et ils n'auraient pas réussi. Troisième question. Quel a été le rôle de Bonny, le commissaire divisionnaire honoraire Buchet? Bonny n'a pas joué un rôle essentiel dans l'enquête Seznec. Il a joué le rôle d'un inspecteur, de l'inspecteur normal, qui écrit sous la dictée du commissaire de police, qui porte la serviette à ce moment-là. L'inspecteur portait la serviette du commissaire. Maintenant, ça ne se fait plus, heureusement. Mais enfin, à cette époque-là, ça se faisait. Oui. Et l'inspecteur participait rarement aux interrogatoires. Oui, il pouvait, avec le commissaire de police, quand il voyait un point faible, poser une petite question, mais c'était insignifiant. Oui. Toute l'enquête était menée par le commissaire de police, qui était Vidal, n'est-ce pas? Oui. Alors Bonny ne jouait aucun rôle dans l'affaire. Oui. Il n'a jamais joué aucun rôle dans l'affaire. Monsieur Klein, journaliste à Brest. Bonny était un inconnu. Il aspirait sans doute à faire carrière dans la police et j'ai l'impression qu'il s'est servi comme d'un tremplin de l'affaire Seznec, qui était pour lui une aubaine inespérée pour se mettre en valeur. Il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il importait de charger le dossier, qu'il fallait rapidement, s'il ne voulait pas voir l'affaire craquer, mettre à la charge de Seznec un certain nombre de faits qui seraient en mesure d'emporter la décision et de permettre son arrestation et ensuite... Quatrième question. Plusieurs personnes ont dit avoir rencontré Kemner après le 25 mai 1923, jour supposé de sa disparition. Que faut-il en penser? Maître Ariane Villard. Vous avez eu M. Lagen, qui a déclaré avoir vu Kemner et l'avoir reconnu. Non seulement à l'instruction mais aux assises, on s'est acharné naturellement à chercher la moralité de M. Lagen, on a trouvé qu'elle était parfaite, mais on a trouvé qu'il était myope. Et vous allez voir qu'il est assez curieux que les témoins de la survie de Kemner sont en général des myopes. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a fait le même reproche à un témoin qui me paraît important en ce qui concerne la survie possible de Kemner, c'est M. Danguy des Déserts, qui est notaire, qui connaît très bien Kemner, qui a l'habitude de le voir très souvent, et qui a affirmé avoir vu Kemner en gare de Rennes entre le 26 et le 29 juin. Il situait cette date car il était passé par Rennes entre le 26 et le 29 pour se rendre, je ne sais plus, à la communion de quelqu'un de sa famille. Il a affirmé avoir parfaitement reconnu Kemner et dire ce n'est pas un sosie, car il m'a salué, Kemner, et il m'a salué avec le geste habituel en portant la main à sa tête, c'est-à-dire un salut militaire. Oui. Et il a été affirmatif à l'instruction, il l'a été encore bien plus aux assises. Et quand on a essayé de lui dire « Mais vous, monsieur Danguy des Déserts, vous êtes myope également », il a répondu « Mais je porte des lunettes, je vois comme tout le monde, alors dites tout de suite que je suis fou ou gâteux ».
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire en ce qui concerne les témoins de la défense, c'est que sur un témoin qui a été le R et qui a été vraiment torturé aux assises, il est très curieux que dans le dossier, on puisse voir les enquêtes, poussées, complexes, nombreuses, qui ont été faites sur ce témoin pour essayer de le démolir, alors qu'on n'a pas été capable de retrouver les personnes supposées qui auraient pu taper le fameux acte de vente, puisqu'on a écarté la possibilité pour Seznec de taper lui-même l'acte de vente. Dernière question. Qui a dactylographié la convention de vente de Plouriveau? Monsieur Francis Gourville, homme de lettres à Morlaix. Je crois en effet que vous avez raison de ce côté-là. Connaissant suffisamment Seznec pour savoir qu'il ne pouvait pas taper d'une façon parfaite à la machine, oui. Ça m'a longtemps intrigué. Oui. Je dis, ça ne doit pas être Seznec qui l'a fait. On n'a jamais parlé d'une complicité dans la question, mais je crois, sans en avoir la preuve, qu'il avait au moins 2 amis avec lesquels il était en relation assez constante d'affaires ici sur la place de Morlaix, dont l'un au moins aurait pu lui servir de dactylographe en l'occurrence. Cette dernière question n'a pour ainsi dire pas été posée il y a 43 ans lorsqu'on a jugé Seznec. Elle avait pourtant son importance, cette question. On s'est également assez peu soucié de la perquisition illégale qui fut opérée chez Seznec, en l'absence de Madame Seznec, perquisition au cours de laquelle un policier qui n'était pas Bonny découvrit la machine à écrire royale qui servit à dactylographier la convention de vente de Plouriveau. On a beaucoup parlé des dollars que les Seznec avaient gagnés pendant la Première Guerre mondiale à Brest en lavant le linge des soldats américains. Nous ne savons pas si Seznec, comme il l'a dit au juge d'instruction, a donné à Kemner tous ces dollars pour payer, en plus de ce qui était porté sur la convention de vente, la propriété de Plouriveau. Enfin, on a peu parlé des opérations financières de Seznec et surtout de Kemner. Kemner n'a-t-il pas été tué à Paris au cours d'un règlement de compte entre trafiquants? C'est une hypothèse qui a été émise par M. Claude Ball et également par M. André Cayatte. On est très troublé aussi par le fait que la police n'a jamais réussi à fournir des indications satisfaisantes sur l'identité de la personne qui déposa la valise de Kemner le 20 juin 1923 dans une salle d'attente de la gare du Havre. Cette valise a été repêchée de la mer, comme tenta de l'expliquer le juge Hervé. Elle a été repêchée par qui? Sans doute, les explications du juge Hervé ne sont pas absolument satisfaisantes, elles sont confuses, elles sont embrouillées. Mais y a-t-il d'autres explications? Pourquoi n'a-t-on pas cherché? Quant au coup de feu de Plouriveau, dont a parlé Madame Bosser, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise piste? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est que les jurés n'en ont pas eu connaissance. Et nous savons aussi que quelques années plus tard, ce sont les jurés eux-mêmes qui ont demandé la révision du procès, comme en témoigne le document que vous allez voir maintenant. Voilà qui prouve que les jurés ont réfléchi au fait qu'ils avaient condamné un homme au bagne à perpétuité pour un meurtre qui n'a jamais été prouvé, puisqu'on n'a jamais pu prouver que Kemner était mort. Seznec, jusqu'à son dernier souffle, s'est défendu d'avoir tué Kemner. Et pourtant, il y a des faits incontestables. Rappelons-les, la disparition de Kemner, la découverte de la valise, les variations de Seznec, l'existence des faux, les témoignages de Plouaret et du Havre. À partir de ces faits, les jurés, un juge qui n'a pas participé au délibéré nous l'a dit, donc les jurés ont acquis l'intime conviction que Seznec était coupable de meurtre et ils l'ont ainsi condamné. Mais ces faits, que personne ne conteste, étaient-ils suffisants pour envoyer au bagne à perpétuité un homme? Je vous le demande. Ce verdict
est-il conforme à l'idée que vous vous faites de la justice?